exigences. La communication que je veux faire sera assez difficile. Oui. Parce que quand on précède un aussi grand maître, je crois que toute difficulté est évidente. Parce qu'on peut être tenté de lui ressembler, et c'est très difficile. On peut être tenté de faire comme lui, comme on dit, et là encore c'est très difficile. Je voudrais tout d'abord m'associer à tous les remerciements qui ont été faits aux organisateurs de ce colloque, en particulier mon maître Patrick Charlot, et un clin d'œil aussi à mon autre maître Albert Bourgie, avec tous mes voeux de prompt rétablissement. Et je voudrais remercier également tous ceux que je connais qui sont présents. Et vraiment remercier l'assistance. Je me réjouis, et je l'ai dit au professeur Charlot, de la présence du président Dossou. Sa fama l'a précédé, et aujourd'hui je suis heureux de le voir personnellement et physiquement. Et je crois que la pratique constitutionnelle en Côte d'Ivoire, qui est l'objet de ma communication, a essayé d'emprunter à la pratique constitutionnelle béninoise. Ce serait un euphémisme, puisque la plupart des constituants et des pratiques constitutionnelles en Afrique se disent s'inspirer du Bénin, et la réalité montre parfois autre chose. En raison de la place centrale qu'elle est donnée dans la juridisation de la vie politique et de sa régulation, la Constitution apparaît tantôt comme un refuge contre les vents contraires, tantôt comme un obstacle à déconstruire ou à déstabiliser. Aussi, les questionnements que suscite la pratique constitutionnelle en Côte d'Ivoire, en période de normalité comme en situation d'anormalité, interpellent-ils fortement le constitutionnalisme ivoirien. Si l'on part de l'idée que la pratique constitutionnelle, en référence au constitutionnalisme britannique, s'assimile à la coutume constitutionnelle, doivent dès lors en être exclus l'écriture ou la réécriture de la Constitution. En ce sens, la pratique constitutionnelle s'entend des précédents concordants auxquels les pouvoirs publics acquiescent ou se soumettent. Toutefois, tenant à la généralisation du formalisme constitutionnel, la pratique constitutionnelle prend une dimension plus large, incluant l'application des règles constitutionnelles à travers la pratique institutionnelle, ainsi que la réécriture de la Constitution. La doctrine a pu classifier la pratique constitutionnelle en Afrique en 3 cycles. Très rapidement, le premier cycle qui va des indépendances au milieu des années 1965, le cycle de l'adoption des premières constitutions sous le modèle libéral. Le second cycle constitutionnel part de 1965 jusqu'à la fin des années 80, est dénommé constitutionnalisme autoritaire. Et le troisième cycle, qui débute dès 1990, est la période du néo-constitutionnalisme ou du renouveau du constitutionnalisme. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la pratique constitutionnelle peut être appréhendée à travers 4 périodes ou 4 cycles constitutionnels qui correspondent aux dates suivantes. Le premier cycle, 1960-1993, qui correspond au règne du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Le deuxième cycle, 1993-1999, la succession du président Houphouët-Boigny et la présidence Henri Konan Bédié. Le troisième cycle, 1999-2000, c'est la période de transition militaire. Et le dernier cycle qui part de 2000 jusqu'à 2010 pour
me conformer un peu à la période déterminée pour ce colloque, c'est-à-dire les débuts de la Deuxième République ivoirienne. En ce qui concerne le premier cycle constitutionnel, qui se situe quelque peu en dehors du champ temporel consacré au néoconstitutionnalisme en Afrique, il importe néanmoins d'en dire quelques mots, tout simplement pour situer notre communication. Ce premier cycle peut être qualifié de temps de la Constitution sans constitutionnalisme. En effet, la pratique constitutionnelle de cette période a été non seulement impulsée, mais pratiquée, c'est un euphémisme peut-être, selon la vision du chef du parti unique, le PDC-RDA, son chef étant le président Félix Houphouët-Boigny, se traduisant par la monopolisation des pouvoirs d'État. D'ailleurs, le mode d'adoption de la première constitution de la Côte d'Ivoire indépendante, celle du 3 novembre 1960, laissait présager de la pratique constitutionnelle. En effet, l'Assemblée territoriale s'est érigée en Assemblée constituante, excluant l'intervention du peuple pour adopter la constitution du nouvel État en révisant tout simplement la constitution du 26 mars 1959 de l'État autonome de Côte d'Ivoire, membre de la communauté française. Aussi est-on passé d'un statut d'État non indépendant à celui d'État indépendant. On est passé également d'un régime parlementaire rationalisé au régime présidentiel sans changer de constitution. À ce vice procédural s'ajoute la pratique qui, sans changement constitutionnel, faisant tomber les cloisons étanches entre les pouvoirs, a transformé le régime présidentiel en régime présidentialiste. Ainsi, à côté du Parlement monocaméral apprivoisé sous la forte discipline partisane imposée par le chef du parti unique, aucun autre pouvoir également ne pouvait faire contrepoids. Ce fut le cas de la Cour suprême, l'autorité judiciaire. Cela explique que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, en charge du contrôle de constitutionnalité des lois et de la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics, ne sortait de son sommeil quinquennal que pour valider les élections politiques nationales. C'est dire qu'elle n'était que très peu sollicitée. Vers la fin de ce premier cycle constitutionnel, sont entreprises deux révisions constitutionnelles importantes. La première révision est opérée de manière informelle, car il s'est agi de rendre effective, dès avril 1990, l'application d'une disposition constitutionnelle neutralisée pendant 30 ans, qui prévoyait le pluralisme politique. La deuxième révision obtenue formellement, qui créa un poste de Premier ministre, le 6 novembre 1990, a établi un bicéphalisme de l'exécutif, mais en réalité un bicéphalisme annihilé, en raison de la prépondérance du président de la République. En somme, en une trentaine d'années, la Constitution de 1960 a formellement subi 8 révisions, plus une informelle, qui ont pour l'essentiel, concerné l'article 11 relatif à la vacance de la présidence de la République. C'est ainsi que l'évolution de la pratique constitutionnelle sera rythmée par les ambitions de succéder au président Félix Houphouët-Boigny, décédé en décembre 1993. Relativement aux 3 autres cycles constitutionnels, qui débutent dès la fin 1993, c'est-à-dire dans la période du néo-constitutionnalisme africain, on peut se poser la question de savoir si la pratique constitutionnelle en Côte d'Ivoire a épousé le néo-constitutionnalisme. Il est certain que de nombreux éléments inspirés par cette nouvelle vague a été pris en compte dans l'écriture de la Constitution ainsi que la pratique constitutionnelle ivoirienne. Cependant, il ressort de l'observation que le trait caractéristique de la pratique constitutionnelle en Côte d'Ivoire est sa récurrente instabilité.
Cette caractéristique tient en deux éléments qui, d'un côté, consistent en la déconstruction de la Constitution en vue de la monopolisation du pouvoir. C'est le temps du constitutionnalisme autoritaire, et d'un autre côté, consiste en la déstabilisation de la Constitution, avec pour objectif le partage et la conquête du pouvoir. C'est le temps du constitutionnalisme de crise. Notre communication va donc essentiellement porter sur ces deux temps, le temps du constitutionnalisme autoritaire et le temps du constitutionnalisme de crise. D'abord, le temps du constitutionnalisme autoritaire. L'autoritarisme observé est consécutif, d'une part, au renforcement, sous le régime du successeur du président Houphouët-Boigny, du pouvoir exécutif déjà prédominant, et d'autre part, au besoin d'un contrôle total, sous la période de transition militaire, du fonctionnement des institutions publiques. Nous envisageons donc, d'une part, l'hyper-présidentialisation du régime politique hérité et, d'autre part, le constitutionnalisme transitionnel qui organise en réalité la confusion des pouvoirs. L'hyper-présidentialisation s'entend de l'hypertrophie ou du renforcement du présidentialisme. En l'espèce, cela signifie que le présidentialisme sous Houphouët-Boigny est à sa disparition non seulement maintenu, mais surtout renforcé. L'hyper-présidentialisation tient à la fois à des éléments relevant de la pratique et des éléments d'ordre juridique. Pour les premiers éléments relevant de la pratique, le fait caractéristique est le charisme du président Houphouët-Boigny. Le régime présidentiel, sous son autorité, a évolué vers le présidentialisme. Cela revient à dire que la continuité du présidentialisme impliquait que le successeur disposât du même charisme ou de la même autorité. Or, le successeur désigné du vieux à son décès, c'est-à-dire Henri Konan-Bédié, n'en avait point la carrure. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'au moment où s'est ouverte la succession du président Houphouët-Boigny, il a fallu que la classe politique accepte de s'en tenir à la lettre de l'article 11 de la Constitution pour mettre fin à ce qu'on a appelé la crise de succession du vieux. On est donc, pour un temps, revenu au régime présidentiel. Dès lors, il a fallu que, juridiquement, le régime politique ivoirien procède par révision constitutionnelle pour en arriver à l'hyper-présidentialisation. Ce sera fait le 2 juillet 1998, importantissime révision constitutionnelle, parce qu'elle a touché 53 dispositions de la Constitution sur 76. Autrement dit, les 3/4 des articles de la Constitution, sans même envisager de changer de Constitution. S'en sont trouvés renforcés le statut et les pouvoirs du président de la République. Aussi, pour ce qui relève de son statut, j'en prends les éléments principaux, le mandat présidentiel est passé de 5 ans à 7 ans, alors que les parlementaires sont restés à 5 ans, et cela sans aucune limitation. Nous avons appris qu'il lui fallait du temps pour conduire à bout son programme de gouvernement. À cela s'ajoutent également les conditions exigeantes et discriminatoires d'éligibilité à la présidence de la République, telles que prévues déjà dans le code électoral de 1994, pour en réalité empêcher toute ambition politique de M. Ouattara. En ce qui concerne les pouvoirs, la révision a certes maintenu le Premier ministre, mais il perd son statut de chef du gouvernement, que reprend le président de la République. De plus, en cas de circonstances graves,
en réalité, cela vise les mouvements de contestation de l'opposition politique, dans ces cas-là, le président de la République peut décider de se maintenir en fonction. Cela se traduit également, cette hyperprésidentialisation, par l'affaiblissement du Parlement. Conséquence logique. Il est décidé que le Parlement sera bicaméral. La Chambre haute, disons-nous en réalité le Sénat, voit ses membres pour le tiers désignés par le président de la République lui-même. La conséquence logique en est que le président en obtient la docilité, ou bien le président peut la mettre en opposition avec l'Assemblée nationale, qui, en ces temps de démocratisation, peut voir élire des députés de l'opposition. Donc on prend des précautions. Par ailleurs, il fut procédé à la révision de la prise en considération du projet de révision constitutionnelle. Les conditions exigeantes sont plus assouplies. Il en ressort que le gouvernement peut, à sa satiété, opérer des révisions constitutionnelles. Il y a lieu d'indiquer que, malgré l'importante réforme réalisée par une loi d'août de 1994 portant création d'un Conseil constitutionnel, supprimant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, le développement d'un contentieux constitutionnel est resté timoré, pour ne pas dire très faible. Une dernière révision constitutionnelle, suscitée d'ailleurs par les mouvements de contestation de l'opposition politique, visant à ouvrir la saisine du Conseil constitutionnel aux associations de défense des droits de l'homme, parce qu'en cette période 1999, le président de la République avait fait emprisonner des membres de l'opposition, notamment ceux du parti de M. Ouattara. Et donc, cette révision a été adoptée le 8 décembre 1999, mais sans doute, nous pensons, que c'est en raison du coup d'État qui intervient le 24 décembre 1999 comme un Père Noël pour mettre fin au régime du président Henri Konan Bédié et installer la Côte d'Ivoire dans une période de transition. Ce qui nous permet d'envisager maintenant un constitutionnalisme transitionnel organisant la confusion des pouvoirs. Après avoir fait irruption dans la vie politique nationale par la force des armes, la junte militaire a immédiatement édicté un acte constitutionnel en vue de la légitimation du coup de force et de l'organisation des institutions. L'autoritarisme est ici perceptible à travers deux éléments. Tout d'abord, la gestion de la transition militaire et ensuite l'adoption du projet de constitution de la Deuxième République. Pour ce qui relève de la gestion de la transition militaire, c'est un procédé dit autoritaire que la junte militaire utilisera pour adopter l'acte constitutionnel de la transition. Le texte fondamental de la transition militaire est venu combler le vide provoqué par la suspension le 24 décembre 1999 de la Constitution de 1960. En effet, après avoir destitué le président Henri Konan Bédié, par la proclamation du 24 décembre, le chef de la junte s'est arrogé le statut de chef de l'État. On peut donc comprendre que, par cet acte, établi dans l'urgence de la situation, fut édicté par un procédé non démocratique, la constitution de la transition militaire. Relativement à l'organisation des institutions de la transition militaire, il ressort très clairement que le chef de la junte, chef de l'État, détient de manière exclusive les pouvoirs législatifs et exécutifs. Mais, bien qu'elle ait été maintenue, l'autorité judiciaire, il ne faut pas se tromper, est placée sous la dépendance du chef de la junte. En ce qui concerne le projet de nouvelle constitution,
l'on peut relever que plusieurs procédés ont été utilisés pour l'adopter. La rédaction d'un avant-projet a été confiée d'ailleurs à un comité consultatif, commission, constitution, code électoral, dont les membres sont nettement représentatifs des populations ivoiriennes. On peut de ce point de vue l'assimiler à une assemblée constituante. À l'issue de ces travaux, le comité consultatif a remis l'avant-projet au gouvernement pour adoption d'un projet à soumettre à référendum. Contre toute attente, le chef de la junte réunit les partis politiques ainsi que la société civile pour une relecture de l'avant-projet. Jusque-là, rien de bien contraire à ce qui était prévu. Sauf que la mouture retenue à l'issue de cette rencontre fut celle du projet définitif qui sera publié. Mais, alors que la campagne pour le référendum est lancée, le chef de la junte, après avoir fait une tournée de popularisation pour emprunter un tant soit peu au professeur Dossou, il revient de sa tournée dans tout le pays et d'autorité, il modifie les conditions d'éligibilité dans le texte du projet constitutionnel. Nous sommes à quelques 5 jours du référendum. Chose surprenante, ce projet modifié, soutenu par tous les partis politiques, fut massivement adopté par la voie référendaire, l'œuvre constitutionnelle donnant naissance à une deuxième république ayant été réduite à la question de l'éligibilité. Sans doute, devrions-nous appeler cette constitution éligibilitaire. Alors que s'ouvre la deuxième république ivoirienne, elle est très tôt déstabilisée. Nous voyons maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire le temps du constitutionnalisme de crise. Ce temps fut aussi, et c'est le temps, des débuts de la deuxième république ivoirienne. Cette république ivoirienne a reconduit le régime politique précédent, mais avec de nombreuses innovations inspirées du néo-constitutionnalisme, telles que la proclamation et la garantie des droits et libertés, la constitutionnalisation du Conseil constitutionnel. On y ajoute la création d'un pouvoir judiciaire indépendant, pour la première fois, en remplacement de l'autorité judiciaire. Je rappelle tout simplement et très rapidement que l'autorité judiciaire telle qu'on l'a en France, et qui d'elle-même conquit son indépendance et s'affirme, n'est pas l'autorité judiciaire qu'on connaît en Côte d'Ivoire qui est placée sous dépendance de l'exécutif. On y ajoute également la création par le législateur d'une commission chargée des élections. Très rapidement, je rappelle que cette commission est inspirée du modèle béninois. Au Bénin, ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections. En Côte d'Ivoire, c'en était le cas. Alors, les partis politiques d'opposition ont fortement milité pour que soit mise en place une commission indépendante chargée d'organiser les élections. C'est ce qui fait fait par la constitution de la Deuxième République. Alors, cette période débute avec l'élection de Laurent Gbagbo face au chef de la junte militaire qui s'autoproclame vainqueur, puis s'enfuit quand les mouvements populaires de contestation dégénèrent en affrontement violent et destruction de biens. Il s'ensuit une relative accalmie d'environ 1 an et demi, au cours de laquelle sont peu à peu mises en place les institutions de la Nouvelle République. Le temps du constitutionnalisme de crise sera essentiellement marqué et consacré à la résolution de la crise armée déclenchée le 19 septembre 2002, qui a conduit à la partition du territoire ivoirien en 2 zones. L'une sous occupation de la rébellion, c'est-à-dire la partie septentrionale, et le reste sous l'autorité du gouvernement. Les médias avaient dit le gouvernement légal. Les solutions proposées
ont une trouble particularité. Tenant à leur nature, elles sont politiques. Je vais m'en expliquer. Tenant à leurs origines, elles sont d'ordre externe et interne. Tenant à leurs effets, elles visent à modifier l'ordre constitutionnel. À l'épreuve des effets de ces accords politiques, le constitutionnalisme ivoirien a été affecté par des difficultés liées au rapport entre les accords politiques et la Constitution, jamais révisés, ainsi que ceux liés à l'intégration d'un organe international dans le processus électoral. Ce qui va nous conduire à examiner très rapidement le dialogue au forceps entre les arrangements politiques et la Constitution, d'une part, et d'autre part, une justice électorale internationalisée. Tout d'abord, le dialogue au forceps entre les arrangements politiques et la Constitution. Il faut dire que consécutivement au coup d'État manqué de 2002, de nombreux accords politiques ont été conclus entre les parties belligérantes et les partis politiques. Pour résumer très rapidement, les plus connus, on va dire les plus importants, sont celui de Linas Marcoussis, de janvier 2003. Je précise tout simplement que cet accord est celui signé entre les partis politiques et la rébellion, à l'exclusion de l'État ivoirien, du moins de son représentant, c'est-à-dire le président de la République. Ce qui veut tout simplement dire que le président de la République n'a pas signé cet accord, parce qu'il n'y a pas été invité. Il a été simplement, on le verra, chargé de le mettre en application, puisqu'il était concerné. L'accord de Pretoria de 2005, celui-ci signé par le président de la République et la rébellion, ainsi que deux partis politiques parmi les plus significatifs. Le parti de Ouattara et le parti du président Rikonan Bédié, c'est-à-dire le PDCI-RD. Alors, à ces accords, il faut ajouter également les décisions d'organismes internationaux à dimension universelle, c'est-à-dire l'ONU, à dimension régionale, l'Union africaine, et à dimension sous-régionale, la CEDEAO. Les solutions proposées ont en commun leur attachement à la légalité constitutionnelle, ce qui implique leur conformité au texte constitutionnel. Les solutions envisagées portent pour l'essentiel sur la nationalité, la composition de la commission électorale indépendante, l'éligibilité au scrutin présidentiel et le partage du pouvoir. Certaines solutions envisageaient une révision formelle de la Constitution, d'autres imposaient des pratiques institutionnelles sans révision expresse, et d'autres enfin imposaient à l'Assemblée nationale de soutenir les réformes législatives à entreprendre. Dans la première hypothèse, toute révision constitutionnelle butait sur une limite prévue par la Constitution au pouvoir de révision, notamment l'atteinte à l'intégrité du territoire. C'est l'article 127 de la Constitution qui le dit. Quand il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, comme ce n'est le cas, il est impossible de procéder à une révision constitutionnelle parce que le référendum est impossible de facto. C'est d'ailleurs l'avis que le Conseil constitutionnel a donné en décembre 2003 quand il a été saisi par le président de la République pour savoir s'il pouvait être procédé à cette révision alors que le Parlement venait d'adopter le projet de révision. Dans la seconde hypothèse, aucune révision formelle n'est envisagée, mais plutôt une pratique s'appuyant sur une interprétation utile de la Constitution. Pour l'essentiel, il s'agissait, pour le président de la République, de déléguer ses pouvoirs à un Premier ministre impartial, enfin dit impartial, et surtout inamovible. Alors que l'article 41 de la Constitution ivoirienne prévoit que les pouvoirs de l'exécutif sont exclusivement détenus par le président de la République. Alors le président Laurent Gbagbo a bien entendu délégué des pouvoirs au Premier ministre, mais en s'en tenant à la Constitution. Ce qui revient à dire que cette délégation de pouvoir
conforme à la Constitution est contraire à l'accord de Linas Marcoussis. Parce que l'accord de Linas Marcoussis envisageait un transfert de pouvoir. La troisième hypothèse, quant à elle, exigeait des parlementaires un soutien à l'adoption des réformes nécessaires à la résolution de la crise. Ce qui voulait dire que le Parlement ne devait pas utiliser de son droit d'amendement. Il devait voter les textes tels que proposés par le gouvernement de transition. Là encore, cette obligation qui transformerait le Parlement en caisse enregistreuse, dénaturant la nature du régime politique ivoirien, on se rend bien compte que dans les faits, ça ne s'est pas passé comme ça. Les parlementaires ont fortement amendé les textes, les dénaturant complètement. Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas se plier aux accords de Linas Marcoussis. Enfin, ils se disaient appliquer la Constitution. Il en ressort que si dialogue il devait y avoir entre les arrangements politiques et la Constitution, ce dialogue était des plus imparfaits et des plus difficiles, puisqu'il reposait sur deux ambitions contraires: le renversement de l'ordre constitutionnel et la résistance de la Constitution. Dès lors, pour mettre les solutions de sortie de crise en conformité avec l'accord de Linas Marcoussis, c'est l'accord de Pretoria, sous l'égide du président Thabo Mbeki, qui obtiendra du président Laurent Gbagbo qu'il utilise ses pouvoirs exceptionnels pour se substituer au Parlement. C'est ainsi que la plupart des projets prévus à Linas Marcoussis ont été adoptés par décision présidentielle, notamment celle permettant l'éligibilité de M. Ouattara. Alors, qu'en est-il du processus électoral lui-même, qui est frappé d'une forme d'internationalisation? Le Conseil constitutionnel de la Deuxième République, je vais un peu rapide, le président des séances me regarde, malgré son installation tardive et incompréhensible, vous savez, le Conseil constitutionnel créé par la Constitution, et la Constitution prévoyait une loi organique qui a été adoptée en 2001. Sauf que le Conseil constitutionnel est entré en fonction en 2003. De sorte que la Chambre constitutionnelle, sous la transition militaire, est restée encore en fonction, alors que la loi de 2001 abrogeait cette Chambre constitutionnelle. Bizarrerie, mais les faits sont là. Alors, le Conseil constitutionnel, bien entendu, est juge des élections conformément à la combinaison des articles 32, 59 et 94 de la Constitution ivoirienne. Mais c'est une justice électorale internationalisée qui nous a été donnée de voir. Et pour emprunter à Hélène Toura, qui n'est peut-être pas là aujourd'hui, sa définition de l'internationalisation, on retient deux aspects: l'existence d'un développement de la prise en considération des constitutions nationales dans un rapport de l'État avec le droit international, et d'autre part, la pénétration croissante des normes internationales en droit constitutionnel et la soumission au droit international. En l'espèce, l'internationalisation, vous comprenez bien, n'est pas une tendance délibérée ou un choix du juge ivoirien ou du législateur ivoirien. Elle est la résultante de l'obligation faite aux institutions nationales impliquées dans la résolution de la crise d'intégrer les résolutions des divers organismes internationaux qui y interviennent. L'internationalisation a consisté à régir le processus électoral selon des normes internationales qui en garantiraient la crédibilité, la transparence et surtout l'inclusion du scrutin. Mais tout cela est prévu par la Constitution de la Deuxième République. Sauf, il faut le reconnaître, les critères exigeants de l'article 35 qui forcément opèrent discrimination de certaines candidatures. Mais l'ONU participant à cette élection va l'orienter dans une mission dite de certification des élections. Alors, il s'agissait d'intégrer dans un scrutin formellement prévu par le constitutionnalisme ivoirien un organe international sans qu'une révision ne soit envisagée. Alors que la Constitution confie
à la commission électorale indépendante l'organisation de l'élection et au juge constitutionnel le contentieux de l'élection et la proclamation des résultats. Alors, forcément, il y a eu un chevauchement de compétences entre les deux types d'organes. Mais ce chevauchement a trouvé une réponse. En réalité, les résolutions 1633 et 1721 du Conseil de sécurité ont fait du certificateur le juge suprême des élections en Côte d'Ivoire. La résolution 1633 fait de lui un arbitre. La résolution 1721 fait clairement de lui la seule autorité habilitée à trancher les contentieux de l'élection. Autrement dit, un juge suprême. Ce qui veut dire que c'est lui qui valide l'élection. Mais les autorités ivoiriennes ont contesté cette compétence. Et d'ailleurs, cela a été entendu puisque l'accord de Ouagadougou, c'est-à-dire l'accord direct entre les deux belligérants, pour une fois, sous l'égide du facilitateur burkinabé Blaise Compaoré, a oublié de parler de la certification. Ce qui a fait réagir d'ailleurs le secrétaire général de l'ONU, qui a saisi le président Compaoré, lequel Compaoré lui a dit qu'en réalité, le président Gbagbo n'en était pas favorable et le Premier ministre Guillaume Soro, lui, voulait qu'on maintienne la certification. Le facilitateur a trouvé que l'ONU va participer dans la logistique, la sécurité et va être un observateur. Ce que je dis est contenu dans le rapport du secrétaire général du 17 mai 2007. C'est le secrétaire général de l'ONU lui-même qui le dit. Alors, la mission de certification a évolué vers une mission d'observation. Ce qui veut dire qu'il n'est plus juge suprême des élections. Puisque, contrairement d'ailleurs à la constitution ivoirienne, cela a été confié au facilitateur. Alors qu'il s'agissait d'une compétence du Conseil constitutionnel. Alors, dans les faits, malheureusement, le dernier mot du processus électoral est revenu au certificateur, qui a validé les résultats donnés par le président de la commission électorale indépendante et rejeté ceux du Conseil constitutionnel, puis a proclamé un vainqueur de l'élection. Contre toute attente, le Conseil constitutionnel se saisit d'office, on ne sait sur quel fondement, 5 mois plus tard, et faisant sienne les décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, proclame un nouveau président de la République et recueille son serment. Ainsi, un Conseil constitutionnel vilipendé, contesté, revient à la charge et consacre, sous les applaudissements, un nouveau président. Alors on se demande, est-ce qu'il fallait certifier encore ce nouveau résultat? Je rappelle tout simplement que le Conseil constitutionnel, dans sa deuxième décision, n'a pas déclaré M. Ouattara vainqueur, c'est bizarre, mais le proclame président de la République. Il prend soin auparavant de rappeler sa décision. Tout un imbroglio, on ne comprend rien en fin de compte. En définitive, la pratique constitutionnelle en Côte d'Ivoire a été caractérisée dans la période 1990-2010 par une très forte instabilité. L'on a pu craindre également de l'après-crise armée. D'autant que 7 mois durant, le président de la République a gouverné par ordonnance en l'absence d'un Parlement dont lui-même dit que le mandat est terminé, expiré en 2005, alors que le Conseil constitutionnel, en 2005, avait maintenu les pouvoirs publics en fonction, en raison de l'impossibilité d'organiser les élections générales du fait de la rébellion. Avec la nouvelle Assemblée nationale, les pouvoirs publics reprennent progressivement un fonctionnement normal. Merci, Monsieur le Président.